100 millions de dollars en un mois, donc à peu près 6,4 millions de dollars par jour. C'est 60 millions de personnes qui ont téléchargé. Toutes les marques qui marchent le mieux ont ce côté storytelling et de plus en plus ont ce côté IP et ont ce côté univers. Lorsque tu commandes un Uber sur un Android et sur un Apple, toutes choses égales par ailleurs, donc, les personnes sur Apple payaient plus que les personnes sur Android. Du coup, c'est notre premier podcast de 2025. Nous sommes le 3 janvier 2025. Au programme aujourd'hui, 2 éléments. Déjà, le premier élément, on aimerait bien revenir sur le succès fulgurant de Pokémon TCG en termes de nombre de téléchargements et également de revenus assez délirants qu'ils ont réussi à générer dans un laps de temps extrêmement court. Et je te propose également une seconde partie où on va revenir sur tous nos enseignements de 2024. Le but, c'est pas forcément de faire un point sur les chiffres, sur ce qu'on a loupé ou réussi. Peut-être on pourra faire d'ailleurs un podcast spécialement dessus, mais beaucoup plus sur des idées type grands enseignements 2024 qui vont nous permettre d'avancer plus sereinement, de prendre de meilleures décisions pour l'année 2025, l'année 2026 et toutes les autres années. Moi, personnellement, j'adore ce type de format. C'est faire un point avec des idées impactantes assez courtes. Je trouve que ça m'apporte beaucoup. Ça m'apporte aussi beaucoup lorsque j'écoute les enseignements des personnes qui m'intéressent, qui les partagent dans des podcasts ou dans des newsletters. Donc, je me suis dit que ça peut être aussi très intéressant qu'on fasse de même pour nos auditeurs qui nous adorent. Voilà, je pense que on peut bien leur donner ça, petit cadeau de Noël, petite sucrerie. Je pense que ça peut être top pour eux. Eh ben écoute, cool. Ouais. Déjà, bonne année Luc et bonne année à tous. On est ravis de vous retrouver en ce début d'année. On espère que vous allez autant aimer ce qu'on va produire cette année que ce qu'on a fait l'an dernier. Et on va aussi essayer de monter en gamme. Bon là, ça se voit peut-être pas forcément, mais on a essayé d'investir quand même dans des micros. Je sais pas si vous voyez. Voilà, j'en suis très fier, hein, c'est pour ça que je le montre. Investir dans des caméras, on va essayer de continuer un peu même au niveau du montage, de faire des introductions qui sont dynamiques, et c'est aussi de bosser. Pourquoi pas essayer de se créer un jingle. Ça peut être très sympa, quelque chose qui épouse vraiment notre marque. Et puis pourquoi pas aussi, on en parlait juste avant en off, d'accélérer en termes de cadence, d'avoir 2 épisodes. On avait essayé d'avoir 2 épisodes en 2024. On a essayé de tenir ça sur, je crois, 2 semaines, 3 semaines, grand maximum. Puis après, par manque d'organisation, chose qu'on a réglée depuis. On a réglé l'organisation à la fin de l'année, je crois, novembre-décembre. Je pense que maintenant, on est d'attaque pour justement tenir nos engagements de 12 épisodes par semaine. Donc voilà, on espère que dès la semaine prochaine, vous allez pouvoir en profiter. Sinon, ça va se faire petit à petit. Ok, bah écoute, Pokémon DCG, pour être totalement honnête avec toi, j'étais totalement passé à côté de l'événement, de l'annonce. Je crois que ça date de fin octobre. Ça a été un lancement le 30 octobre dernier, 8 ans d'ailleurs après Pokémon Go. D'ailleurs, est-ce que tu savais ou pas les revenus générés de Pokémon Go? Je sais pas, mais j'aurais dit. Il me semble qu'à une époque, il y avait une stat qui disait, alors je sais plus si c'était au bout d'un an ou quoi que ce soit, c'était 2 milliards. 8 milliards de dollars de revenus. Ouais. Et ben, tu vois, ma stat date. Ouais, ça m'étonne pas. Ce qui est assez délirant quand même. Sachant que moi, Pokémon Go, je l'ai vécu de la manière suivante. J'ai vu la hype énorme et j'ai l'impression qu'en un mois, tout s'était dégonflé. Alors qu'en réalité, oui, ça s'est dégonflé, mais ça continue quand même à générer des sommes totalement délirantes. Ouais, mais moi, je croise des gens encore. Hein. Moi, j'ai eu la même, j'ai vécu la même chose que toi. C'est-à-dire que grosse hype et puis ça arrête. Moi, j'y ai joué 2 fois et puis j'ai jamais rejoué, tu vois. Ok. Mais je me rends compte que des fois, je croise des gens dans le tram ou quoi qui jouent encore. Ah ouais, dans le tram. Ouais, des gens dans le tram, des gens où tu te demandes ce qu'ils foutent dans la rue et en fait, c'est ça qu'ils sont en train de faire. Ça m'arrive régulièrement de croiser des gens. Alors, pas beaucoup, mais régulièrement d'en croiser. Tu vois. Et donc, si j'en croise quelques-uns par mois, ça veut forcément dire qu'à l'échelle du monde, tu vois, il y a plein de gens quand même encore qui y jouent. Et la preuve, les stats le prouvent. Et ouais, moi aussi, je suis passé à côté de l'annonce là de Pokémon TCG. Et justement, j'étais avec des potes pendant les vacances, juste avant le Nouvel An. Et ils m'en parlent, tu vois, ils commencent à me dire c'est incroyable, en gros, on retrouve
Tu vois, cette petite pression de l'enfance quand tu ouvres un paquet de cartes, tu vois, et que tu te retrouves en face de qu'est-ce que je vais avoir dedans. Ce côté dopamine machine à roulettes qui marchait très bien dans t'ouvrir un booster de cartes Pokémon et puis Jeu à collectionner. Ouais. exactement. Et en Et effet, alors moi, dès qu'il y a un truc Pokémon, je ne suis absolument pas surpris quand ça cartonne. Ayant été un consommateur, j'allais dire presque maladif de Pokémon quand j'étais gamin, j'adorais ça, tu vois, vraiment. Je comprends toute la hype parce qu'en fait, non seulement ça continue de parler aux jeunes parce qu'ils ont réussi à sortir des nouvelles, nouvelles éditions et tout ça, et donc c'est nickel. Mais en plus, il y a un côté Madeleine de Proust. Et quand tu arrives à faire ça et à rassembler les générations et à être à la fois Madeleine de Proust et novateur, en règle générale, tu sais que tu as quand même un boulevard devant toi. Et ça l'a prouvé là. Ça l'a prouvé il y a quelques années au moment du Covid sur, tu sais, les cartes à collectionner qui sont ressorties à des prix mais complètement délirants, des centaines de milliers, voire des millions d'euros pour, si je dis pas de conneries, pour les cartes les plus chères. Et donc là, le même format, mais en version numérique, pas étonnant que ça cartonne complètement. Pas étonnant, quoi. D'ailleurs, ça m'étonne presque qu'ils aient pas fait un format NFT sur ce modèle-là, avec de la blockchain, de la crypto. Mais on pourra en reparler juste Ouais. après. Alors, en termes. Je pense qu'en plus, j'ai un début de. Je pense que j'aurai un début de réponse là-dessus. Ok. Qui est le fait que Nintendo. Enfin, parce qu'il faut regarder qui est derrière. Et derrière Pokémon, c'est Game Freaks, qui est une boîte qui appartient à Nintendo. Et Nintendo, c'est une boîte hyper familiale. Et je pense qu'ils font attention, surtout sur des licences ultra connues comme Pokémon, Zelda et Mario, à ne pas les mettre sur de la monétisation qui pourrait éventuellement leur ramener quelques centaines de milliers d'euros, quelques millions d'euros, mais qui pourrait rapidement leur péter à la gueule. Parce qu'à l'échelle des milliards qu'ils génèrent sur l'ensemble de leurs licences et de la marque Nintendo, enfin, au sens large du terme, c'est pas les quelques millions qu'ils auraient ramassés qui auraient changé quelque chose, tu vois. Et à l'inverse, je pense qu'ils n'ont pas du tout envie d'avoir un bad buzz sur leur licence phare, si tu veux. Mais tu vois, bon, on pourra en parler juste après, mais aujourd'hui, leur modèle économique, c'est du gratuit, et puis après, si on veut aller plus loin, il y a du payant. Ouais. Et puisqu'ils voient déjà un ralentissement des revenus générés, des téléchargements, ils espèrent pousser davantage le business model, notamment en permettant l'échange de cartes entre joueurs, donc avoir quelque chose de beaucoup plus multijoueur à ce niveau-là. Je ne sais pas réellement comment ils comptent mettre en place la chose, mais finalement, un modèle NFT pourrait totalement matcher avec ça, parce qu'il pourrait prendre un cut au milieu et considérer que c'est pas juste des cartes à collectionner, c'est aussi une possibilité pour les personnes, pour permettre aux personnes justement de collectionner les bonnes cartes, comme ils pourraient collectionner les bons projets NFT pour après les revendre et eux se prendre un cut derrière. Je sais pas exactement comment ils veulent gérer la chose. Est-ce qu'ils veulent créer une plateforme spéciale de trading de cartes Pokémon, TCG, ou est-ce qu'ils veulent faire tout en interne et finalement considérer que c'est possible de faire des échanges, mais des échanges non monétaires et des échanges qui dit non monétaire dit aussi sans transaction et donc sans prendre de cut dessus pour améliorer leur modèle économique. Je ne sais pas exactement comment ça va évoluer à ce niveau-là. Ouais. Mais en termes de chiffres purs, bon, c'est un succès financier. Hein. Ils ont généré 200 millions de dollars en un mois, donc à peu près 6,4 millions de dollars par jour. En téléchargement, c'est 60 millions de personnes qui ont téléchargé, principalement d'ailleurs au Japon et aux États-Unis. Pas trop finalement en Europe, avec des débuts assez fulgurants, 120 millions de dollars générés en 21 jours. Ce qui est assez étonnant quand même, a largement dépassé le lancement de Pokémon Go il y a 8 ans. Ok. Quelque chose d'intéressant au niveau, c'est la disparité des plateformes. Donc ça, j'aimerais bien qu'on fasse un petit point dessus. Alors déjà, ce qui est intéressant, c'est que Android a généré plus de téléchargements que sur iOS, mais iOS rapporte davantage. On est sur du 10,5 millions contre 1,6 million de dollars générés sur iOS versus Android. Et en fait, ce qui est hyper intéressant aussi, c'est que récemment, je suis tombé sur un LinkedIn, un post LinkedIn qui avait fait le buzz d'une femme en fait qui avait démontré que lorsque tu commandes un Uber sur un Android et sur un Apple, toutes choses égales par ailleurs, donc même temps de réservation, même trajet, même type de voiture, ce que tu veux, même nombre de personnes, eh bien les personnes sur Apple payaient plus que les personnes sur Android. Quand je dis plus, c'est que Uber faisait payer plus cher les personnes qui étaient sur Apple que. Et donc, ce qui est hyper intéressant, c'est que non seulement
avec Pokémon Go, on voit que les personnes qui sont sur Apple ont tendance à payer davantage. Mais en plus, les personnes sur Apple payent plus. Donc, ils payent davantage et ils payent encore plus. Ce qui est assez étonnant, finalement. Ouais. Je ne sais pas si tu veux rebondir sur ce Non, point-là. mais c'est marrant. C'est marrant, si tu veux, de voir ça. Ça veut dire que, en gros, enfin, déjà, a priori, ça veut dire un truc, c'est que les utilisateurs d'iPhone sont très probablement comment dire, d'une CSP supérieure ou un truc du style, et donc ils se permettent de faire des trucs plus chers. Tu as aussi un autre problème, c'est que Apple, tu sais, fait payer 30% de frais. Je pense que sur Android, ça doit être moins. Et donc, du coup, tu montes ton prix chez Apple pour avoir le même net quand tu vends un truc via les deux. Mais est-ce que Uber paye cette taxe-là ou pas? Ou alors est-ce qu'il Ah peut. bah, je pense. Ouais. C'est une très bonne question, mais je pense que c'est obligatoire. Tu sais, il y a un procès avec Epic Games. Ouais. Epic Games, dès que tu fais un achat in-game, tu payes 30% de plus. Epic Games voulait plus ce truc-là et donc a arrêté de payer Apple ou a bloqué le truc de manière à contourner le problème. Et il y a eu un énorme procès qui, je crois, n'est toujours pas jugé. Il faudrait que je regarde, mais et ça a été un vrai problème pour tout le monde. Et donc, ouais, chez Apple, tu as quand même des barrières à l'entrée qui font que. Non, ok, voilà. Je vérifiais, mais j'avais déjà entendu parler de ça. En fait, les 30% ne concernent pas les paiements pour la nourriture, les produits physiques ou les services tangibles. Donc, tout ce qui est en dehors de l'application, ça ne marche pas. Enfin, ils peuvent contourner la commission à 30%. Ok. Donc, Uber, ça ne marche pas. Par contre, dans le cas d'Epic Games ou de Pokémon, là, c'est le cas. Exactement, puisque c'est vraiment in-game, c'est in-app. Ok. Très clair. Donc, Ok. Pour le coup, Pokémon est concerné par ça. Ok, donc Uber, c'est clairement juste une question de les mecs qui ont un iPhone sont plus riches. Donc, on va les taper plus. Exactement. Et je pense, en fait, ça concerne finalement presque tous les. J'aimerais bien essayer peut-être de télécharger Booking et de tester pour voir si les prix sur Booking, les appartements, les billets d'avion sont plus chers aussi en passant par un Apple, un iOS qu'en passant par un Android. Ça pourrait être intéressant à tester. Intéressant, ouais. Pour les personnes qui nous écoutent, privilégiez peut-être, ayez acheté 2 téléphones et réservez un maximum de tous vos achats sur l'Android. Peut-être que ça pourrait même rentabiliser le téléphone in fine, quoi. Carrément. Ouais, donc tout ça pour dire que, je sais pas si on avait fait un épisode il y a pour revenir sur le Pokémon TCG, on avait fait un épisode il y a quelques temps, je pense que ça doit faire pas loin d'un an, où je disais, moi, ce à quoi je crois beaucoup pour l'année à venir, c'est les business de licence. C'est l'IP, l'Intellectual Property. C'est-à-dire que, en fait, quand tu détiens la licence Pokémon, et je pense que c'est vrai pour la licence Star Wars, je pense que c'est vrai pour les licences Marvel, Avengers, machin, voilà. Je pense que c'est vrai pour un énorme paquet de licences pop culture, on va dire. Quand tu détiens ça, mec, tu détiens un business quasiment sans fin. Alors, faut pas abuser de la licence, faut pas sortir un truc tous les 2 jours non plus, mais tu vois, si tous les 5 ans, en gros, tu sors un produit qui est en lien avec cette licence ou qui banque sur cette licence, tu es à peu près sûr de remplir les caisses. Je te donne un exemple. Il y a un film Mario qui est sorti il y a quelques années, il a cartonné. Il y a des nouveaux jeux Zelda qui sont sortis, ils ont vachement bien marché. Il y a aujourd'hui ce truc-là avec Pokémon, ça a vachement bien marché. Et Nintendo, c'est parfaitement ça. Et je pense que Nintendo, c'est une boîte qui souvent en bourse est pas hyper bien valorisée ou a toujours un peu des problèmes, machin. Et c'est un peu bizarre parce que, étrangement, c'est une entreprise que je trouve quasiment parfaitement bien gérée. Elle est toujours critiquée en mode ouais, elle est moins innovante que Sony ou que Microsoft, Xbox, quoi. Ou elle est moins, tu vois, elle est un peu vieillissante, c'est pour les gamins, ils n'arrivent pas à se renouveler, tout ça. Mec, ça fait 120 ans que la boîte, elle existe. Elle est toujours là. Elle fait toujours son fric. Et elle manie avec une grande précision et une grande qualité ses licences. Comment tu expliques, toi, que. Parce que du coup, tu as un peu déjà répondu, mais comment tu expliques qu'ils ont attendu 8 ans? Moi, je trouve ça un peu exagéré. Et est-ce que c'est parce que, justement, ils disent que dans tous les cas, ils s'en fichent, ils ont tout le temps du monde parce qu'ils n'ont aucun concurrent, parce qu'il y a la propriété intellectuelle, mais ils ont quand même attendu 8 ans pour sortir une application qui est
extrêmement simple à créer. Ils auraient pu créer ça 2 ans, 3 ans après Pokémon Go, pouvoir surfer sur la vague. Pourquoi ils mettent autant de temps pour shipper des produits? Parce que je pense que, ils se font désirer. 2, je pense quand même que quand ils ont vu que les cartes s'échangeaient à prix d'or dans la vraie vie pendant le Covid, c'est là qu'ils ont vraiment eu l'idée. Donc déjà, tu as enlevé la moitié de la partie, enfin de la timeline, si tu veux, parce qu'avant, peut-être qu'ils y pensaient même pas. Tu as le fait que Pokémon Go marchait vachement bien, donc tu n'avais pas aussi envie de diluer trop le message. Et peut-être que parce que Pokémon Go s'est mis à descendre un peu trop, ils se sont dit, on va envoyer une autre idée. 8 ans Mais quand je même. pense que le premier truc, c'est vraiment parce qu'ils veulent se faire désirer. Regarde une autre boîte que j'adore et qui est très habile avec le maniement des licences. C'est Rockstar. Je connais pas. Rockstar Games, ils font GTA essentiellement. Ok. GTA, Red Dead Redemption, Canis Can Medit, enfin bref, tous les jeux un peu borderline auxquels tes parents voulaient pas que tu joues quand tu étais petit. Bon. GTA, le dernier, il est sorti en 2013. Si je dis pas de conneries. GTA 5, c'est 2013, je crois. 11 ans. Ils ont mis 11 ans et je pense qu'il sortira qu'en 2026, GTA 6. Donc, alors au milieu, ils ont sorti Red Dead Redemption, mais 2. Bon, tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que le fait de se faire désirer et de faire des jeux proches de la perfection ou proches du niveau maximal qu'on est capable de fournir, c'est une stratégie qui remplit les caisses à chaque fois et qui fait que les jeux durent, parce qu'on pourrait faire la même réflexion sur GTA V que ce qu'on a fait sur Pokémon Go. On est 11 ans plus tard, il y a encore une communauté gigantesque de mecs qui y jouent et qui dépensent de l'argent en ligne sur des achats in-app. Ils ont fait des rééditions des vieux jeux, les rééditions ont plutôt bien marché. Alors que tu vois, un truc genre Ubisoft, qui est dans une merde noire niveau cash, niveau machin, te sort des Assassin's Creed tous les ans, ils épuisent alors qu'ils avaient une super licence eux aussi, ils épuisent leurs fans et les jeux marchent de moins en moins bien. Et ceux qui les achètent te disent ouais, c'était pas ouf et arrête d'y jouer au bout d'un mois. Ce serait impossible, je pense, de faire un Assassin's Creed qui réussisse à monétiser pendant 10 ans. En tout cas, pas dans le format actuel. C'est-à-dire qu'il faudra que Ubisoft, s'ils veulent faire ça, change de stratégie. Sauf que je suis à peu près persuadé, faudrait trouver les chiffres, je les ai pas, mais que GTA 5 sur les dernières années a généré plus d'argent juste en achat in-app que Assassin's Creed en a généré en vente de jeux complets. Et tu remarqueras que les boîtes de jeux vidéo, et je pense que ça va être pareil pour les boîtes de films et tout ça, mais en gros les boîtes d'IP qui gèrent parfaitement leur IP en réussissant à extraire le maximum de valeur, mais sans sortir des produits tous les 2 jours, se retrouvent avec une bien meilleure qualité. Vraiment une bien meilleure qualité et des boîtes qui marchent beaucoup mieux d'un point de vue économique que celles qui abusent sur leur licence. Et d'ailleurs, tu le vois avec la stratégie de Disney, qui, jusqu'à il n'y a pas longtemps, était très très bon sur leur licence, sortait pas trop de trucs, maniait assez bien la licence, notamment les licences Marvel. Et depuis qu'ils font n'importe quoi, les films s'effondrent au box-office et ils commencent à douter du modèle et à avoir des problèmes de cash, quoi. Idem un peu pour la licence Star Wars. Ouais, hyper intéressant. Si on reste sur ce modèle de finalement ce triptyque de propriété intellectuelle, jeux à collectionner et storytelling assez engageant parce que finalement l'histoire de Pokémon, on s'y retrouve tous. Et j'avais écouté un podcast il n'y a pas si longtemps sur une marque qui décolle en Asie, qui s'appelle le Boubou. Je sais pas si tu connais. Lebubu. Et en gros, c'est des jouets. C'est des jouets sous forme de petits sacs à collectionner, asiatiques, qui s'adressent surtout aux femmes finalement, qui coûtent la peau des fesses. Je crois que on a entre 40 et 50 balles. Et en fait, c'est exactement le même principe de jeu à collectionner avec dopamine rapide de j'espère que je vais avoir la bonne. Et révélation immédiate juste après l'achat sur le site internet. On achète sur le site internet, révélation immédiate, on voit qu'on n'a pas la bonne, bam, on veut racheter immédiatement. Et il génère 600 millions de dollars par an. Et ça a été lancé il n'y a pas si longtemps.
Truc absolument énorme. Wow. 600 millions de 600 dollars millions. par an. 600 millions de dollars par an. Absolument gigantesque. Et en Mais- fait. Ouais. Non, mais le jeu à collectionner, c'est un truc millénaire. Et en effet, moi, je me rendais pas compte quand j'étais gamin que Pokémon jouait, ou Yu-Gi-Oh! Ou toutes les marques de cartes à collectionner, ou Magic, ou ce que tu veux, jouer sur la dopamine, en fait. Ce qui était fort, c'était que tu ne savais pas ce que tu avais dans le paquet. En fait, ça aurait beaucoup moins bien marché si tu achetais les cartes à l'unité et que, au final, tu savais que tu allais réussir à. Mais moi, je me souviens lorsque j'ai acheté des cartes Yu-Gi-Oh! À l'époque. Donc, j'allais dans la papeterie du coin, au tabac du coin, et je prenais des petites cartes, il y en avait 5-10 à l'intérieur. Je les ouvrais à la sortie du magasin. J'avais pas les cartes que je voulais. Je re-rentrais à nouveau et je rachetais à nouveau. Mais ouais. Et en fait, ce qu'ils ont réussi à faire, et finalement, ce qu'a réussi à faire aussi Pokémon TCG, c'est la même chose, mais en ligne. Donc, beaucoup plus scalable. Tu n'as pas besoin de sortir de chez toi. Ils ont ta carte bancaire qui est enregistrée. Donc, en un clic, après One Click Upsell, tu peux racheter les cartes. Et finalement, c'est en illimité tant que tu n'as pas celui que tu veux. Et donc, ils arrivent à avoir des paniers moyens absolument délirants. Absolument délirants. Et la seule chose qu'a pas le boubou aujourd'hui, mais qu'a Pokémon Go, Pokémon TCG, c'est le côté storytelling. Ok, il y a une histoire, c'est l'histoire des dresseurs. Le mec a commencé avec rien, puis après, il a réussi à gagner toutes les ligues. Il a réussi à se faire des potes, blablabla. Et je pense que ce modèle est encore pas assez exploité. On voit de plus en plus des modèles comme ça arriver s'adresser notamment aux enfants, avec une propriété intellectuelle qui commence à vachement se développer sur des dessins animés, sur des BD, sur tout ça. Mais je pense que ce même système pourrait vachement bien marcher dans d'autres industries. Raconter une histoire, avoir un côté truc à collectionner et avoir aussi côté propriété intellectuelle pour pouvoir vachement engager les personnes. Et je pense qu'on va rentrer dans un monde où, comme tu l'as très bien dit, il y a 1 an de ça, avec l'IA, forcément, on va avoir besoin de. La propriété intellectuelle va vachement se développer. Et je pense qu'on va arriver dans un monde où toutes les marques vont avoir leur propre propriété intellectuelle, avec pourquoi pas des choses à collectionner, mais surtout, ils vont avoir des mascottes, comme avec Duolingo par exemple. Ils vont avoir, pourquoi pas des films, ils vont pouvoir développer ce genre de choses. On le voit vachement bien avec League of Legends en ce moment. Je sais pas si tu connais le jeu vidéo. Ouais. Je suis moins féru du sujet, mais en effet, j'ai vu qu'ils ont développé une série sur Netflix et tout ça. La série qui s'appelle Arcane, avec une saison 2 qui est sortie récemment, est un carton. Ils sont pas rentables sur la série. Par contre, ça crée justement le côté storytelling. Ça crée le côté storytelling. Ils ont le côté truc à collectionner, même si pour le coup, c'est pas aléatoire, parce que on peut acheter les skins. Donc, c'est le modèle freemium de tous les jeux vidéo. Mais je pense qu'ils vont encore plus développer la chose. Ils sont en train de créer un univers hyper global, avec aujourd'hui du merchandising qui sont en train de développer, etc. Donc, les jeux vidéo, les dessins animés sont assez propices à ça, pour être honnête. Mais moi, je pense qu'on va avoir de plus en plus d'autres marques, d'autres types de marques qui, de base, sont pas du tout propices à ça, se développer comme ça. On peut penser à des marques de fringues, on peut penser à de la bouffe. On avait comme ça un membre au sein du sanctuaire, mais finalement, il va pas partir vers ce système-là. Mais si vous voulez créer une image de marque extrêmement forte autour du fromage. Mais tu vois, un truc aussi bateau que du fromage, un aliment à consommer, je pense qu'on peut créer une histoire de dingue. On peut très bien aussi créer tout un truc tout un système de fromage à collectionner ou alors de côté aléatoire. Ok, tu vas peut-être acheter du fromage au caviar, je dis n'importe quoi, tu vois. Donc celui-là, il coûte plus cher, mais celui-là, il vaut plus cher, mais le prix est similaire aux autres. On peut peut-être avoir ça dans le vin. Je pense que ce triptyque de trucs à collectionner, storytelling fort et IP, c'est quelque chose qu'on peut mettre dans tout un tas d'industries, qui peut marcher dans tout un tas d'industries pour le coup. Mais mec, j'entendais un truc un jour, et je crois que c'est assez vrai. Il n'y a rien d'autre que du storytelling. Mec, 100%. Il y avait un mec qui disait, en gros, il disait, tu peux déconstruire tout ce que tu veux, les schémas financiers, les machins, les trucs, les rachats, à la fin, le seul truc qui reste, c'est les gens, tu leur racontes des histoires. Regarde, prends Nike. Nike, c'est pas tant que tes chaussures, elles sont meilleures. C'est juste que il y a une histoire qui se raconte autour de Nike. Et Nike, c'est quoi le truc, la brand, c'est de dire, ben regardez, on a des super athlètes. Maintenant, Nike, je sais pas si tu as vu, il y a eu un film sur l'histoire de Nike, il y a eu plein de trucs. En gros, tu te dis, il y a eu le bouquin de son PDG. Nike te transmet ces valeurs de dépassement, on peut tout faire, de sportive, d'inclusivité, machin, nanana, tout ce que tu veux, même si la réalité, c'est que si on creuse dans comment Nike fait ses chaussures, tu trouves des trucs pas extraordinaires. Mais
ils se sont racontés toute une histoire. Et toutes les marques qui marchent le mieux ont ce côté storytelling et de plus en plus ont ce côté IP et ont ce côté univers. Alors c'est un peu différent parce que tu peux pas avoir l'IP de Cristiano Ronaldo sans son consentement versus du dessin animé ou du jeu vidéo où tout appartient, hein, ça c'est clair. Mais pour autant, la stratégie est pas très très éloignée. Et quand tu vois que on est quoi, 14 ans plus tard, Apple fait toujours référence à Steve Jobs de manière fréquente, tu te rends bien compte que le storytelling qu'il a posé à l'époque, ils n'ont qu'une seule trouille, c'est de le perdre. Mais est-ce que ce qu'on vient de dire là, ça marche pour des boîtes B2B? Ou est-ce que ça ne concerne que des boîtes qui sont tournées vers des consommateurs B2C? Est-ce qu'un Salesforce, il peut avoir un jeu à collectionner, une IP forte? Est-ce que c'est... Il peut, tu vois. Mais est-ce que c'est quelque chose qui peut vraiment être utile? C'est compliqué, c'est plus compliqué, je pense. Mais regarde, ChatGPT, enfin OpenAI, ok, ou les boîtes d'IA. Quelque part, elles sont à mi-distance, elles ont une jambe dans le B2C, mais elles ont une jambe dans le B2B. Et j'ai presque envie de te dire que je suis presque sûr que leur monétisation vient surtout du professionnel ou en hobby entrepreneur ou du tout ça. Sûr. Ouais. L'étudiant qui veut tricher à son test, il paye pas la version pro. J'en suis à peu près sûr. Je n'ai pas de stats, mais voilà. 100%, ouais. Pour autant, il te raconte une histoire. Hein. Si on dézoome un peu, OpenAI, qu'est-ce qu'il te raconte depuis des années? On est une IA plus éthique que les autres. On va aller vers l'AGI. Regardez, Sam Altman, il est viré, puis il revient, puis en fait, il y a des trucs, puis en fait, il y a des batailles. Ouais, ça c'est pas une stratégie de marque pour le coup. Ça, c'est des aléas qui ont été ultra médiatisés. Mais ouais, comme tu le dis, peut-être que finalement, ça a été calculé. J'en sais rien. Je dis juste que j'ai jamais vu ça chez HubSpot ou chez des logiciels d'industrie, tu vois. C'est parce qu'il y a beaucoup de drama, je pense. Elon Musk s'en est mêlé, tout est parti sur Twitter, blablabla. Mais par contre, ce que tu dis est très vrai, c'est que un peu comme dans les projets NFT ou dans les projets crypto, ce qui marchait, c'était la narrative. Et la narrative d'OpenAI depuis le début, c'est on se rapproche de l'IA surpuissante. Et en fait, à chaque fois, j'ai l'impression, à chaque fois qu'il a une annonce, il poste quelque chose un peu mystérieux sur Twitter. Et après, tu as 36 000 personnes qui vont commencer à débattre dessus. Ah, mais c'est bon, c'est sûr, ils l'ont, mais en secret, peut-être qu'ils vont l'avoir, peut-être qu'ils ne le disent pas, peut-être qu'ils ont peur d'eux. Moi, je me souviens encore des posts d'Elon Musk qui disait attends, c'est bizarre que cette personne-là qui était très à cheval sur la sécurité de l'IA décide de partir d'OpenAI. Ça me fait peur, 3 petits points. C'est vraiment étrange, 3 petits points, tu vois. Donc, il y a vraiment pour le coup, il y a une narrative qui est très forte de on va atteindre les GI. Et on va l'atteindre demain, quoi. Alors que ça se trouve, on va l'atteindre dans 10 ans. Et c'est vrai que sur ça, ils sont très bons. Ouais. Mais évidemment, parce qu'en fait, les gens veulent de l'histoire. Et je pense qu'ils le veulent même dans le B2C, dans le B2B. Je pense juste que dans le B2B, c'est plus chaud. Et des fois, c'est moins visible. Il n'y a pas le côté IP, tu vois. Mais c'est pas pour autant que Salesforce, je les connais pas bien, mais je pense que Salesforce, il te raconte quand même une histoire. Oui, mais regardez, on a telle boîte qui nous a pris en 2008 à ses débuts, et puis maintenant, c'est une licorne, et regardez, grâce à ça, ils ont organisé leur travail comme il faut. Je suis à peu près sûr que dans leur pitch de vente, il y a des cas d'exemple qui sont en fait, quelque part, une partie de leur storytelling. C'est juste moins voyant, c'est juste un peu moins bourrin et moins poussé. Parce que le storytelling qui comprend du divertissement ou de l'artistique, à savoir Nintendo, à savoir tous les mecs qu'on a cités avant, c'est un niveau de storytelling qui est hyper important parce que quand tu vends ton storytelling global, tu vends aussi une partie du produit. Si ta série, elle est à chier, si ton storytelling, il est moyen quand tu vends Salesforce, du moment que tu réponds à la problématique, je pense que tu as quand même des clients. Si tes épisodes de Pokémon, ils sont à chier, ben, ton produit, il est foutu. Tiens, mec, j'ai une idée. J'ai une idée d'implémentation de ce qu'on vient de dire dans une boîte extrêmement traditionnelle. Par exemple, le business des photocopieuses.
Donc, comme tout Oula. le monde sait, les photocopieuses, c'est très simple. Ils sont break-even sur la vente de la photocopieuse. Et puis après, ce qu'ils font, c'est qu'ils font les sous avec l'encre, avec le papier qu'ils vendent, etc. Imaginez un système où, en fait, ils créent une image de marque de dingue avec cette histoire de mascotte, etc., etc. Et ils disent, OK, dans le bloc de papier, on va mettre une feuille d'or. On va mettre une feuille d'or et en fait, certains blocs de papier vont valoir plus que d'autres. Pour le même prix, vous pouvez les avoir toutes. Par contre, à l'intérieur, vous pouvez avoir des feuilles d'argent, des feuilles d'or, des feuilles noires, des feuilles ci, des feuilles ça, tu vois. Mais je veux dire, sur 36, sur 1000 feuilles blanches, parce qu'il faut quand même que ça serve à quelque chose, on en rajoute 2, 3, 4 qui, eux, pour le compte de la valeur. Et là, d'un coup, le propriétaire, le chef d'entreprise, il va dire, bon, bah, il faut que j'imprime, enfin, faut que j'achète du papier. Il va acheter son papier sur Internet, il va ouvrir son paquet sur Internet, donc quoi qu'il arrive, il va recevoir par la poste les 36 000 feuilles de papier, mais il va voir qu'il a reçu 3 feuilles noires en plus. Il se dit, bah putain, fait chier, moi je veux avoir la feuille d'or, je vais encore commander, et puis encore commander, et puis je vais pas commander chez les concurrents. Ouais. En fait, c'est chez eux que j'ai de la dopamine rapide, en plus de l'utilité des feuilles, tu vois. Mais mec, est-ce que tu te souviens? Alors évidemment, c'était plutôt féminin. Quand nous, on avait Pokémon, il y avait Diddle. Ça me parle. Ça me Alors, parle. j'aurais du mal à te dater la période exacte. Mais en gros, c'était des petits carnets de feuilles, mais dedans, tu avais des feuilles plus ou moins rares. Ouais, c'est vrai. Ah, bah oui, ok, ouais, bien sûr. C'était les feuilles qui sentaient, qui avaient une odeur, c'est ça, Google. Oui, c'est possible. C'est possible. Il y avait une petite souris dessus, là, enfin, tu sais, Ouais. avec des gros pieds, des grosses oreilles et le reste Ah du ouais. corps. Hmm. Je crois, enfin, un truc vaguement dans ce goût-là. S'il y a des fans de Diddle, merci de corriger en commentaire. Tu vois. Mais avec des feuilles de papier, en gros des calepins et des crayons, les mecs avaient réussi à faire une hype équivalente. Alors, je mets équivalente entre grandes guillemets, mais relativement équivalente à Pokémon. Alors que bah, c'était des papiers pour aller en cours et écrire ses cours, quoi. Tu vois, là où toi, avais en tant que mec, tu avais des feuilles, alors, j'en sais rien, tu vois, Clairefontaine ou je sais pas comment ça s'appelle, voilà, Oxford. Et ça se revendait et tout ça. Et je crois qu'il y a un marché secondaire aujourd'hui et qu'une feuille peut coûter 10, 15, 20 balles. À vérifier pareil, mais il y a un marché secondaire qui existe encore. Putain, c'est fou. Faudrait que je m'intéresse. Faudrait qu'on fasse un épisode spécialement sur Diddle. Ça pourrait être intéressant. Comment ils ont réussi à. J'adore ce genre de business. En fait, c'est hyper simple. Il y a une petite innovation à l'intérieur. Et puis après, c'est que du marketing et du storytelling. Je trouve ça hyper Exactement. intéressant. Exactement. Et quand tu es très bon en storytelling, et alors tu l'as dit tout à l'heure, moi je connais bien un secteur qui souffre actuellement, c'est le vin. Hmm. Le monde du vin, c'est un secteur qui souffre. Donc, comme certains le savent peut-être, moi je suis basé à Bordeaux. Donc j'ai grandi et j'ai vécu toute ma vie dans une région très influencée par ce business. Bon. Le business du vin aujourd'hui, ils ont du mal. Les consommations d'alcool chez les jeunes diminuent, S'effondre, ouais. s'effondrent même. Spécifiquement celle de vin rouge, qui s'effondre encore plus comparé à la bière et à d'autres alcools plus légers, on va dire. On a beaucoup moins de consommation étrangère. Tout le monde a remarqué qu'on avait un problème avec la Russie et on a quand même des petites tensions avec la Chine. On ne sait pas trop comment ça va se passer. Et c'est pas hyper simple non plus avec les États-Unis. Il y a des droits de douane, des machins. Donc, tu mets tout bout à bout, en fait, on a beaucoup moins de consommation extérieure aujourd'hui. Bon. Les châteaux qui produisent du vin et les négociants se posent la question de comment on se réinvente. Comment on change le système pour continuer à survivre? Alors malheureusement, il y en a qui sont obligés d'arracher parce que vraiment ça ne marche plus. Les grands crus continuent parce que c'est du pur luxe, donc continuent d'avoir cette image et de toute façon vendent la bouteille tellement cher et ont tellement peu de bouteilles que bah, finalement tout finit par partir. Voilà. Mais le milieu de gamme galère un peu. Pourtant, c'est des belles histoires, tu vois. Qu'est-ce qui t'empêcherait de faire un film français, tu vois, sur un truc dans la viticulture où ça se passe dans le château, ça raconte une histoire qui n'a rien à voir, tu vois, mais le château est on va dire la toile de fond du truc. Qu'est-ce qui t'empêcherait d'organiser, tu vois, des dîners autour de leur vin, d'organiser quoi? De créer une histoire autour de tout ça, quoi. De créer une histoire autour de tout ça, tu vois, les idées, je sais pas, mais de faire de l'œnotourisme, tu viens dormir, tu vois.
tu pousses l'expérience vachement plus loin. Alors, il y en a qui le font, qui essayent, qui font des bribes de ça. Mais personne n'arrive à le faire vraiment médiatiquement, tu vois. Mais en fait, c'est parce que ma vision de ça, c'est exactement comme l'immobilier. C'est que tu as des personnes. Enfin, il y a les entrepreneurs innovateurs et les entrepreneurs type commerçants. La majorité des mecs dans le vin et dans l'immobilier, c'est entrepreneurs type commerçant / investisseurs. Oui. Et donc, en fait, ils vont prendre un modèle qui existe déjà, ils vont juste essayer de le dupliquer et l'améliorer à la marge en essayant d'être compétitifs sur le prix, sur la qualité, sur ce genre de choses. Mais en fait, ils restent cloîtrés là-dedans. Là où il y a des petits malins dans l'immobilier qui vont se dire non, en fait, si j'essayais de prendre cette même industrie, mais qu'en fait, j'allais également prendre des idées qui existent ailleurs. C'est ce qui a donné finalement l'immobilier de concept. Prendre des trucs qui marchent dans les films, la cabane d'Harry Potter, et en faire un bien immobilier que je vais proposer sur Airbnb. Et je pense que c'est comme ça qu'on arrive à avoir les meilleures idées et surtout les idées les plus waouh. Si demain, eh bien, comme tu l'as super bien dit, une maison spécialisée dans le vin arrive à créer une histoire de dingue, arrive à faire venir Brad Pitt et on voit Brad Pitt dans une série qui ne fait que boire leur vin, forcément, ça va créer quelque chose. Si demain, ils arrivent à créer une expérience de fou, forcément, ça va faire quelque chose. Mais je trouve que, et je pense que ça peut être carrément un sujet global, de manière large, on reste trop dans les rangs. Il y a assez peu de personnes qui disent, mais en fait, il faut un peu de créativité, un peu d'excitation, un peu de pétillant dans ce que l'on fait. À quel point qu'est-ce qu'on peut faire à la marge qui va créer ce wow effect? Qu'est-ce qui peut faire que, il y a une célèbre phrase en marketing, c'est pour ne pas avoir ce oh putain encore un. Moi, lorsque je vais acheter ma bouteille de vin, bon, j'en achète extrêmement rarement pour être honnête, mais il n'y a aucune marque de vin qui me vienne à l'esprit. Alors, je suis un petit très très petit consommateur, donc forcément, j'ai pas les références, ce genre de choses, mais j'ai pas cet attrait en mode bon, bah, si j'ai envie de me bouffer du chocolat, je vais prendre du Nutella. Je connais même pas les autres marques de pâte à tartiner. Ça n'existe pas, tu vois. Et je pense que en ça, il y a énormément d'innovation hyper intéressante. Et en plus, l'innovation, ça tombe bien, qui à mon avis peut cartonner à l'ère de l'IA, au sens où l'IA, il n'y a aucune concurrence possible. Puisque là, on parle d'un business d'expérience, d'un business de l'IP, d'un business du storytelling. Et je pense que toutes ces industries-là peuvent être largement revisitées et surtout avoir une longueur d'avance énorme par rapport à tous les acteurs présents en faisant juste quelque chose de différent, même à la marge. Ah, mais je suis là-dessus, moi, je suis entièrement d'accord avec toi. Et il y a des grands groupes de vin aujourd'hui qui sont en train de vaciller. Quand je parle de grands groupes de vin, on parle de mecs qui font genre entre 200 et 1 milliard de CA. Autant dire que ça rigole pas du tout. Avec des valos autour du milliard facile. Et bien, ces grands groupes, ils ont du mal à se renouveler. Et je pense que d'ici quelques années, ils risquent d'avoir un problème. Si jamais ils n'arrivent pas à trouver comment se renouveler complètement. Et pour moi, se renouveler complètement, ou en tout cas se renouveler de manière intéressante, c'est décupler le storytelling, décupler aussi le numérique, parce que beaucoup sont en retard déjà sur l'étape d'avant, on va dire, mais décupler le storytelling et être capable même s'il n'y a plus que la moitié de gens par rapport à avant qui boivent du vin, et ben cette moitié-là, il faut les servir mieux que les autres. Parce que si tu sers cette moitié-là, tu auras toujours un business qui sera 10 fois plus gros que celui que tu avais avant. Versus juste vendre de la villageoise ou je sais pas quoi, tu vois, sur des étals de rayons où en fait tu te lances dans une guerre de prix, quoi. Et dès que tu te lances, on sait tous très bien que dès que tu te lances dans une guerre de prix, c'est que ton business est en train de finir. À part des cas très précis, genre Lidl ou Aldi, dont le but du jeu, c'est de se lancer dans une guerre de prix. Et tu pourras jamais compete avec des mecs comme ça, puisque tout leur bordel est organisé de manière à te délivrer le truc le moins cher possible. La supply chain, les achats, le bâtiment, le tout. Mais si tu as un business normal et que tu te lances dans une guerre de prix, c'est que tu es en train de le perdre. Généralement, dans une guerre de prix, il y a les personnes qui sont les moins chères, il y a les personnes qui sont les plus chères, et toutes les personnes qui sont entre les deux, ils meurent. Ouais. Et je pense qu'il faut vraiment choisir son game. Si on veut vraiment être dans une guerre de prix, on est un tému. Et on assume d'être un tému. Ou alors, on est un Louis Vuitton si on veut vraiment faire du haut de gamme. Mais je pense que tout au milieu, ça vivote et ça marche difficilement. Exactement. On peut voir dans les voitures aussi. Dans les voitures, ça fonctionne de la même manière.
Tout à fait. Non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. C'est-à-dire que tu as cet écartement, cette polarisation là, des prix qui fait qu'à un moment, tu dois choisir une option un peu extrême pour exister sur un business. Là où finalement, sur de la technologie, c'est un peu différent. Parce que finalement, à part si tu arrives à créer une histoire de dingue, ClickFunnels, ils ont réussi à créer une histoire de dingue avec l'histoire de Russell Brunson, tout ça. Mais bon, sinon, tu vas chercher le meilleur si la qualité des features sont les mêmes. C'est un poil différent parce que c'est beaucoup de commodity et c'est beaucoup de, comment dire, il y a des standards de marché un peu. Ouais. T'as beaucoup dans la tech, tu as quand même beaucoup de standards de marché. Alors ça veut pas dire, tu pourrais me trouver plein de contre-exemples, mais tu peux pas trop varier d'un prix existant tu vois, t'as une boîte de vidéo, enfin tu vois, de visio, bon, le prix de la visio, tu vois, c'est à peu près le même partout, quoi. Le prix d'un SaaS, enfin, d'un SaaS pour faire un truc, en règle générale, ils sont plus ou moins alignés. C'est comme les opérateurs téléphoniques. Les opérateurs téléphoniques, jusqu'à ce que Free vienne péter les prix, ils se mettaient d'accord et tu vois, tu avais le même forfait partout. On passe à la seconde partie? Carrément. Ok. Bah vas-y, je te propose qu'on en fasse une chacun peut-être. Ouais. Alors moi j'en ai pas mal, mais je vais pas tous les faire, je pense. Moi j'en ai une qui a été vraiment, enfin, il y en a une que j'aime bien, que je trouve assez originale, donc je vais commencer par celle-là si ça te va. Vas-y, let's go. C'est un truc que j'ai découvert en fin d'année et c'est rien n'est jamais joué d'avance. En bien comme en mal, mais c'est hyper important de le garder à l'esprit. Pour l'anecdote de comment j'ai fait ça, tu le sais, j'ai obtenu une thèse le 20 décembre, donc il y a 2 semaines. Enfin, j'ai obtenu mon doctorat, quoi, et j'ai soutenu ma thèse et obtenu mon doctorat. Bravo pour ça d'ailleurs. Merci. Il faut que les auditeurs comprennent que tu es maintenant docteur en IA. Ce qui est sacrément badass, je trouve. Eh ben, je te remercie. Mais ça, c'est plus badass dans l'idée que ça ne l'est dans la réalité. Mais vous pouvez mettre des bravos en commentaire si vous voulez, si vous voulez donner de la force à Alex. C'est 1 an de travail acharné quand même. non, 5 ans de travail acharné. 5 ans de travail acharné, pardon. 5 ans de travail acharné. Non. Et 1 an particulièrement difficile, mais 5 ans. Et en fait, si tu veux, on me dit toujours, quand tu vas à la soutenance, c'est que tu l'as, c'est sûr. Tu vas sur Internet, tu tapes, et c'est un truc relativement connu. Bon. Et moi, la soutenance a vraiment été vraiment tendue. Pour tout un paquet de raisons, on les évoquera pas ici, mais ça a été une soutenance difficile. Mais tu sais, mec, je pense que ça vaudrait le coup qu'on fasse un épisode pour nous expliquer ta soutenance et pour qu'on comprenne, bon, à part si tu préfères pas en parler, bien sûr, mais pour qu'on comprenne aussi l'état d'esprit du système éducatif et des personnes qui construisent ce système éducatif vis-à-vis des nouvelles technologies. Ça peut être intéressant. Alors, je serais ravi qu'on fasse dans quelques temps un épisode sur le sujet. Ouais. Et, mais juste pour ça. Et donc, souvent, voilà. Et en fait, la soutenance a été. Donc, c'est très bien passé. Pour être très clair, la soutenance s'est très bien passée. Mais il y a eu, pendant la phase de préparation, beaucoup de questions qui ont été très difficiles au sens intellectuel du terme, difficile d'y répondre et difficile d'être sûr de ses réponses. Et c'est là où j'ai compris, rien n'est jamais joué. Si tu arrives en te disant, et donc au final, j'ai fait une très bonne soutenance, je l'ai eu, c'est hyper bien passé, enfin, nickel. Mais si tu arrives en terrain conquis en disant, ouais, c'est bon, c'est gagné, c'est là que tu fais la plus grosse erreur de ta vie et que tu risques d'avoir des problèmes et que tu risques d'être moins bon. Et donc, c'est une leçon que j'ai apprise là, je la connaissais de base, mais que j'ai vraiment expérimenté, tu vois. Et je sais que plus jamais de ma vie, j'irai dans un truc en me disant, ouais, c'est bon, c'est gagné. Impossible. Et c'est comme ça que tu fais ton meilleur taf. Quand tu te dis, OK, c'est pas encore gagné, il faut que je donne tout. Et même si tu finis par tout donner, tu vois, sur des petites choses chaque jour, tu finis par devenir très, 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 très bon à faire des choses. Peu importe ce que tu essaies d'accomplir. Et donc, c'est vraiment ma grosse, mon gros apprentissage de l'année, c'est rien n'est jamais joué. Il faut jouer le truc jusqu'au bout, tu vois, et tout donner jusqu'au bout. Quitte à ce que ce soit trop facile le jour du truc, mais au moins tu prépares ça tu prépares tout comme si ta vie en dépendait. Ce qui est vrai pour là une thèse, est vrai quand je fais du sport, est vrai dans tous les cas de figure.
Ouais, très juste. Voilà. C'est vraiment ma grosse leçon de l'année. Ok, ok, intéressant. Moi, l'une de mes leçons, c'est ne jamais mettre de l'énergie dans quelque chose dont l'output est négatif. Je m'explique. Pour prendre un cas de la vie de tous les jours, pour que tout le monde nous comprenne, généralement, on aime bien débattre. Débattre d'opinions politiques, d'opinions économiques, d'opinions business, ce que tu veux. Et la plupart du temps, lorsqu'on débat, on est perdant. On est perdant parce que le mec ou la personne en face de nous ne change jamais d'avis. Voilà. Et puis, même s'il change d'avis, personnellement, je n'ai jamais ressenti la moindre émotion positive à faire changer d'avis quelqu'un sur un sujet politique. Jamais, ou économique. Jamais. Et donc, l'output est totalement négatif. Or, c'est énormément d'énergie que je mets à la tâche. Et en plus, c'est de l'énergie négative. C'est du clash, c'est du ressenti, c'est de la frustration. Et ça marche pour beaucoup de choses. Par exemple, convaincre quelqu'un de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est énormément d'énergie. Alors que finalement, bon, il y a quand même un output positif si le mec, il arrive, il change totalement sa vie et tout. Mais l'output négatif est quand même énorme. C'est-à-dire que peut-être que le mec va jamais, la femme va jamais passer à l'action, ou peut-être qu'il va passer à l'action, il va échouer, après, il va nous en tenir responsable. Enfin, il y a énormément de choses, je trouve. Il y a énormément de combats qu'on peut mener de manière naturelle aujourd'hui, dont l'output est totalement négatif et qui, à mon avis, nous consomme beaucoup d'énergie de manière inutile. Et ce que tu dis, je suis entièrement d'accord avec toi, et encore plus vrai dans le business. Dans le business, combien de fois tu fais des trucs et en fait, moi, je me suis rendu compte, je fais toujours un bilan en fin d'année, un gros bilan où je reprends tout ce que j'ai fait, tout ça, et je me rends compte que peut-être 70% de mes actions, ou 80%, c'est peut-être Pareto, tu vois, ne servent pas à grand-chose. En fait, je pourrais peut-être travailler, alors ce serait mal vu probablement, il y aurait peut-être des problèmes, mais je pourrais peut-être travailler la moitié du temps et j'aurais les mêmes résultats. J'aurais peut-être pas la même image des gens qui bossent avec moi. Il y a peut-être des trucs qui se dérégleraient, des choses qui deviendraient moins faciles. Mais en pur, ce que j'ai produit comme effort, ce que j'ai eu comme résultat, je suis à peu près sûr que je pourrais travailler la moitié du temps et que j'aurais le même résultat. 100%. 100%, 100%. Parce que tu mets ton truc sur des outputs où tu auras soit rien, soit c'est pire dans certains cas, soit c'est tellement infime que oui, ok. Ouais, 100%. En ce moment, je lis la biographie de Elon Musk. Je pense que ça peut être cool aussi de faire un épisode complet dessus, parce que c'est hyper intéressant les enseignements. Et même parler un peu du bonhomme, toutes ces facettes négatives sont assez passionnantes aussi. Et lui, en fait, toutes ces histoires qu'on peut raconter sur le fait que c'est lui-même qui pose les boulons sur ses fusées, ou alors qui dort dans l'usine, il le dit lui-même que c'est notamment pour montrer l'exemple. C'est notamment pour montrer l'exemple. Il aime bien le dire, il aime bien le répéter, il aime bien en faire son image de marque auprès de ses employés, pour leur montrer qu'il n'y a aucune dérogation possible à l'excellence et au fait d'être hardcore dans ses actions. Mais finalement, à la fin de la journée, c'est pas lui qui exécute. À la fin de la journée, il passe dans les chaînes de montage, il essaye de voir ce qui va pas bien, il réfléchit énormément avec ses employés, il pose énormément de questions, mais aussi beaucoup d'images, qui permet justement à ses employés de créer un esprit d'équipe qui est assez dingue. Donc, je te rejoins à fond, mais je pense que c'est pour ça aussi qu'il faut, surtout de ton côté, choisir son combat. C'est-à-dire, ok, si concrètement je fais ça pour l'image, est-ce que finalement, je pourrais pas faire une autre action qui me permettrait d'avoir une image qui serait encore plus galvanisante pour les troupes, et pas seulement une image du type, bah, si je fais pas ça, ils vont croire que j'en brûle pas une. Tu vois. Exactement. Exactement, je suis entièrement d'accord avec toi. Euh, C'est mes ouais. grandes réflexions du moment. C'est comment j'organise mon temps le plus efficacement possible. Autre chose, j'enchaîne ou t'en as une? Sinon, Vas-y, enchaîne. autre chose, moi, il y a un truc que j'ai appris aussi cette année, c'est que c'est hyper pertinent de se rappeler de comment est-ce qu'on apprenait lorsqu'on était gamin. Et en fait, lorsque je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, puisqu'on perd la structure d'apprentissage, d'évolution, il n'y a aucun cadre, hein, finalement, on a tendance à suivre des méthodes qui, finalement, ne nous correspondent pas forcément. Moi, en prépa, j'ai fait prépa pour rentrer en école de commerce après, je n'apprenais jamais en classe. Je crois que j'avais beaucoup de mal à me concentrer. Et j'avais énormément de mal aussi d'apprendre avec le cours. Et en fait, ma meilleure manière d'apprendre, c'était d'échouer lamentablement, ensuite d'harceler le prof en question. J'étais insupportable en classe, je posais une tonne de questions. Et après, j'itérais sur ça.
J'itérais, je refusais. C'est comme ça que ma courbe d'apprentissage, elle a été assez grande, notamment en maths. Et en fait, ce système-là, je l'ai perdu au fur et à mesure du temps. Au sens où je sais que c'est comme ça que je marche bien, et pourtant, dans l'entrepreneuriat, je ne me forme plus réellement de cette manière-là. Je me forme de la manière limite théorique. Ok, je prends une formation, je prends un bouquin, je prends quelques notes, mais c'est pas la même structure. Et donc forcément, les résultats en termes de vitesse d'apprentissage, de compréhension des concepts, et surtout au-delà de ça, c'est l'assimilation des différents concepts et l'exécution derrière, c'est pas la même chose. Et je pense que ça a été une erreur en 2024, aussi peut-être en 2023, et j'aimerais en 2025 reprendre finalement ce qui marchait lors de mes années d'études en termes de process d'apprentissage, et essayer vraiment de les adapter à aujourd'hui, à l'entrepreneuriat. Hyper intéressant. C'est vrai que moi, je me pose jamais la question de comment j'apprends. Et quand tu dis ça, moi, je posais pas énormément de questions et maintenant, je pose énormément de questions. Donc, je suis en train de me demander si j'ai pas fait le chemin inverse de toi en rentrant dans l'entrepreneuriat, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que c'est hyper intéressant de se dire comment on apprend le mieux et de pas prendre des trucs tout faits parce que tu les as trouvés sur Internet ou parce qu'un gourou t'a dit que c'est comme ça qu'on apprenait et qu'il fallait se former. Tu vois. Il y a aussi des prêts à penser, entre guillemets, sur Internet que tu trouves et qui sont peut-être pas du tout adaptés à toi ou aux gens. Enfin, aux gens qui les écoutent. Non, mais clairement. C'est vrai qu'en fait, la manière de. Je ne sais pas pourquoi, mais on a vraiment tendance à changer ce qui marchait pour nous alors qu'on change de cadre. Moi, il y a énormément de personnes qui étaient très scolaires, qui avaient des super résultats en cours et qui arrivent dans l'entrepreneuriat que je connais personnellement, qui ne se forment plus ou alors qui se forment de manière sur le tas en disant non, mais je vais le faire et puis je vais regarder une petite vidéo YouTube et puis voilà, c'est tout. Mais qui ne prennent pas au même. J'ai l'impression qu'ils prennent limite moins au sérieux l'entrepreneuriat qu'ils prenaient au sérieux leur étude alors qu'ils avaient des 19, des 20 sur des. T'as plus de cadre. Il y a des gens, il y a des profils, ça les rassure d'avoir un cadre. C'est vrai. Et ça, c'est cadre, pas cadre, ça c'est compliqué. Hein. Comment tu gères la liberté. C'est hyper chaud. Ouais. J'enchaîne. Vas-y, t'en as plein, toi. Ouais, bah, j'en ai fait un. Bah, je vais en partager aussi pendant le stand-up du jour au sein du mastermind, mais aussi un truc que j'ai bien compris en 2024, mais que j'arrive pas encore totalement à mettre en place. Et j'aimerais bien que 2025, je vais essayer vraiment de faire un effort sur 2025, c'est que si on n'a aucun contrôle sur une situation, stoïcisme. Si on ressent du stress ou de l'anxiété sur une situation où on n'a aucun contrôle, stoïcisme. Et j'avais des limites, c'est un modèle mental pour moi, c'est stoïcisme, je peux rien faire, tant pis pour moi, j'accepte la situation, tu vois. Que ce soit en avion, que ce soit dans une situation de merde, si on n'a aucun contrôle et qu'on ressent du stress, de l'anxiété sur un truc, on a un stoïcisme. Par contre, si on ressent de l'anxiété ou du stress sur une situation en notre contrôle, action. Et ça, c'est un truc que j'ai toujours vérifié. Toujours vérifié. Entièrement d'accord avec toi. Pareil. Ça, c'est un truc que moi, depuis l'an dernier, je fais vachement. J'ai mes tâches qui me stressent. En fait, j'ai mes tâches normales et j'ai toujours une liste de tâches où je sais que ça me stresse. Tu vois. Déjà, les écrire, ça m'enlève un poids mental. Et ensuite, il y a celles sur lesquelles je peux toucher un truc et celles sur lesquelles je peux pas toucher un truc. Et la question que je me pose, c'est est-ce que en étant un peu plus malin, je peux toucher un truc finalement qui pourrait aider le truc, tu vois, qui pourrait faire basculer la tâche d'un côté à l'autre. Et je n'agis pour mes tâches sur stress que comme ça. Et ça a vachement bien marché pour moi cette année. J'ai vachement diminué mon stress là-dessus. T'as pas le côté procrastination où ah ouais je le ferai demain alors qu'en fait c'est la tâche qui te stresse le plus, tu vas te coucher et en fait t'arrives pas à dormir parce que tu vois nul, ça aide jamais. Et si t'y peux rien, mec t'y peux rien dans tous les cas donc c'est hyper dur par contre de lâcher. Hein. J'y arrive pas tout le temps, mais au moins je le reconnais quand je peux pas, je la note comme je peux pas et j'avance. Et des fois c'est dur, des fois ça passe, mais voilà. Ça t'amène tellement de paix, je trouve, au quotidien. Oui. Non mais clairement. Une petite dernière, bon, j'en ai une trentaine, hein, mais on va s'arrêter sur cette dernière. Aussi un truc, alors j'ai pas énormément d'employés, hein, mais je bosse quelquefois avec des freelances. Un truc que j'ai compris notamment en lisant du Musk, alors c'est pas une loi universelle, hein, ça s'applique pas à toutes les boîtes et surtout ça s'applique pas à toutes les personnes. Je pense que ça dépend vachement de votre profil aussi.
quel type d'entrepreneur, de professionnel est-ce que vous êtes. Mais on n'est pas censé être potes avec les personnes avec qui on bosse. Je parle pas des associés, peut-être que c'est un peu différent avec les associés, mais employés freelance, on n'est pas censé être potes. Il y a une relation hiérarchique, on est censé avoir une mission commune, un drive commun, comme dans les assos d'école de commerce où on a une mission commune, il faut qu'on chope, qu'on devienne le prochain BDE, etc. Mais on est censé être dans une relation d'efficacité. Et je pense qu'on a une culture en Occident, en Europe, peut-être en France, peut-être que je dis n'importe quoi, mais en tout cas, c'est le ressenti que j'ai, de chill. On est amis, on est copains-copains, on veut pas vous faire du mal, on veut surtout pas vous brusquer, surtout pas. On veut vous donner un maximum d'aide, on veut surtout pas que vous soyez pas content, que vous soyez déprimé, genre de choses. Et peut-être un peu moins une culture d'ultra-efficacité. Alors encore une fois, c'est peut-être hardcore ce que propose Elon Musk, c'est peut-être hardcore ce que propose ce genre de boîte, et j'entends totalement, je pense qu'il ne faut pas non plus partir dans l'extrême. Mais je pense que ça peut être pas délirant de changer son modèle mental en considérant qu'en fait ma boîte, c'est une structure qui ne dépend pas de moi, c'est pas moi, c'est une entité tierce. Et donc, cette entité tierce, la seule raison, c'est qu'il ne faut pas qu'elle meure. Il faut qu'elle puisse survivre. Et s'il y a quelques employés qui font de la merde, c'est peut-être des centaines, voire des milliers de personnes qui vont devoir après être à la rue. Et donc, il faudrait avoir presque aucune pitié et donc éviter les relations amicales au sein de la hiérarchie de la boîte et avoir beaucoup plus des relations de on a une mission et toutes les personnes qui ne sont pas alignées avec cette mission et qui ne se donnent pas à fond à cette mission-là, bah malheureusement, faut les remercier. Ouais. Alors, je vois où tu veux en venir. Après, je pense que nous, on a un petit filtre déformant là, parce que dans les startups, les infopreneurs et tout, on est des petites équipes, donc il peut se passer ce truc-là. Pour connaître beaucoup de chefs d'entreprise, de grosses boîtes, tu vois, entre 100 et 1000 salariés, ça n'existe pas du tout. Ils sont pas potes. Je sais pas, mais enfin, c'est pas forcément ils sont pas potes, mais je sais que ça existe dans les grosses boîtes à la SpaceX, Tesla et tout. Hein. Et en fait, ça a été justement le coup de gueule de beaucoup de chefs d'entreprise, c'est de dire, mais en fait, les mecs, vous êtes trop gentils. Le but, c'est pas de faire croire à vos employés que vous fassiez bien les choses. Le but, c'est de les engueuler tout le temps, en fait. Enfin, au sens où il faut à chaque fois leur dire, il faut faire mieux, il faut faire plus vite, il faut faire mieux, il faut faire plus vite, il faut faire mieux, il faut faire plus vite. Ouais. Et ne jamais se contenter de ah ok, bon, t'as fait le maximum, bon bah c'est cool. Ah oui, c'est autre chose en fait. Ok. C'est un peu autre chose parce que être pote, je pense que ça c'est un sujet qui disparaît avec la taille. Être vraiment pote en mode, tu vois, vous allez boire des bières et tout ça, c'est un sujet qui disparaît quand même assez vite avec la taille. Par contre, être ultra bienveillant au point où ça devient dangereux pour la structure, ça c'est un autre sujet en effet. Twitter, c'était ça. Hein. Je sais pas si tu as vu un peu les Twitter Files, mais Twitter, c'était exactement ça. C'était la culture de l'ultra méga giga bienveillance. Ouais, je sais pas. C'est sûr que ça ne doit pas t'apporter des résultats rapides, mais d'un autre côté, sur le long terme, les boîtes un peu, tu vois, un peu dures, il y en a aussi beaucoup. Alors Musk, c'est un peu différent, mais il y en a aussi beaucoup, tu vois, qui fonctionnent pas. Moi, je connaissais beaucoup de CEO de petites boîtes, tu vois, qui étaient hyper durs et tout. Ils n'arrivaient jamais à recruter. Enfin, ça n'avait aucun sens. Tu veux pas te permettre de faire tout le temps ce que fait Musk ou Steve Jobs, tu vois. Parce que Alors, beaucoup de mecs sont ni Musk ni Steve Jobs. je te rejoins à 100% et je pense que ça s'applique pas à toutes les boîtes. Par contre, je pense que ça s'applique aux boîtes avec des grandes missions. Oui, probablement. Et tu vas non seulement continuer à attirer les talents. D'ailleurs, c'est ce que disent beaucoup d'anciens employés de Tesla hein, et SpaceX. Ils disent bah c'était l'enfer, mais c'était horrible. Par contre, je me suis jamais senti aussi vivant, aussi challengé. Je me suis jamais senti faire partie d'un tout, autant faire partie d'un tout. Donc forcément, ils le disent d'ailleurs dans le bouquin. Je suis parti en dépression. J'ai pas vu mes enfants naître. C'était horrible. Par contre, j'ai jamais retrouvé dans aucune autre boîte la même énergie. Ouais, non, c'est sûr. Bon bah C'est voilà. à peser. Je sais pas comment, je sais pas comment tu peux l'imposer à beaucoup de gens. Faut vraiment trouver les profils, quoi. Là, c'est vraiment un fit culturel, en fait, je pense. C'est un fit culturel. Il y a des gens pour qui ça marchera pas et c'est comme ça. No hard feeling, tu vois. Mais est-ce que tu connais beaucoup de boîtes qui sont assez grosses,
avec une culture d'ultra-bienveillance qui continue à croître. Oh oui, 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 oui. Oui, les grosses boîtes, les Total, les Air Liquide, machin, ils te demandent pas de t'éclater au travail. Tu vois, c'est quand même assez chill. Et pour autant, Total, ils sont quand même en giga croissance. Enfin, tu vois, c'est des boîtes qui marchent giga bien. Ok, ouais. Non, t'en as. Google. Tu vois, si on dézoome un peu, même s'ils sont critiqués pour plein de trucs, Google, si tu veux, ils font quand même des milliards de chiffre d'affaires, ils en font plus chaque année. Enfin, bref, et ils ont besoin de zéro pression pour faire plus de milliards parce que le produit est juste trop fort, trop bon, trop gros, trop implanté. C'est Donc, je vrai. pense qu'il y a plein de contre-exemples. Je pense. C'est vrai. My bad. Ok, mec. Bah écoutez, à la semaine prochaine. Alors, on va essayer de faire 2 épisodes. On va voir si on va réussir à s'y tenir. Semaine prochaine, je serai en Thaïlande, personnellement. Il faudrait qu'on arrive à trouver le bon timing. Mais voilà, écoutez, abonnez-vous. Merci encore de nous suivre. On vous souhaite à tous une excellente année. Et puis, on vous dit à la prochaine. Ciao.